Je voudrais, si vous le permettez, dire un mot ou deux en guise d'introduction à l'événement qui nous rassemble ce soir. Comme vous le savez, le symposium de ce soir, puisque c'en est un, fait partie du cycle de conférences en ligne que la Fondation de l'innovation pour la démocratie a initié en début d'année 2024. Et donc ce soir, nous clôturons ce cycle de conférences qui aura réuni entre janvier et aujourd'hui un bon millier de personnes. Euh, des gens qui sont venus écouter certaines de nos grandes figures intellectuelles, euh, celles que nous avions conviées à partager leurs connaissances et leur savoir sur le thème de la démocratie substantive, qui, comme vous le savez, est un peu le cri de ralliement de la Fondation. Il fallait en effet changer de paradigme parce que au cours des 30 dernières années, la plupart des approches de soutien à la démocratie promues en particulier par les bailleurs de fonds ont porté sur ce que l'on appelle les questions de gouvernance, de bonne gouvernance, c'est-à-dire la question de la réforme de l'administration publique, des questions telles que le renforcement de l'effectivité des systèmes judiciaires, des questions telles que le contrôle et l'audit des dépenses de l'État, la décentralisation, etc. Si vous voulez, la démocratie, dans cette perspective, a surtout été abordée selon un prisme standardisé, tout à fait managérial, d'autres diraient euh, néo-institutionnaliste, avec des outils souvent inadaptés, avec souvent des concepts importés qui ne prenaient pas suffisamment en compte la longue histoire de la démocratie sur notre continent. Et donc, le prétexte est trouvé pour les antidémocrates de disqualifier le projet démocratique en lui-même. Et donc, il importait de changer de perspective. C'est la raison pour laquelle l'une des missions de la Fondation, c'est d'initier un nouveau cycle de soutien à la démocratie. Un cycle qui, plus que les précédents, s'appuie sur les dynamiques endogènes qui part du fait que, au fond, il n'y aura pas de démocratie sans reconstruction intellectuelle, euh, qui part également du fait que l'innovation démocratique passera par une meilleure prise en compte de nos savoirs, de nos mémoires, des pratiques ancrées dans le temps long de nos sociétés. Et donc, le cycle de conférences qui se clôt aujourd'hui faisait partie, si vous voulez, de ce plan d'ensemble. Et Arland aura l'occasion, à la fin de cette conversation, de remercier ceux et celles qui ont accepté de participer à cet exercice public. Alors, Suleiman, que nous recevons ce soir, avait dès le début accepté de prendre part à cet exercice. Il se trouve que, en le moment où il a accepté d'intervenir dans ce cycle, et aujourd'hui, il se trouve qu'il a publié deux textes extrêmement importants qui sont, à mon avis, autant d'outils à la disposition de ceux et de celles qui estiment que l'épanouissement des compétences démocratiques est inséparable de la réhabilitation de cette faculté critique qu'est la faculté de penser par soi-même. Alors le premier ouvrage que Suleiman vient de publier, il est très sobrement intitulé Ubuntu. Je vous montre l'ouvrage ici. Il s'agit en fait
d'un entretien avec Françoise Blum. Et cet entretien vient, Suleiman nous le dira lui-même, compléter un texte précédent, Le fagot de ma mémoire, que Suleiman avait publié en 2021 et dans lequel, comment dire, Suleiman s'explique avec lui-même. C'est pas vraiment une autobiographie dans le sens très classique du terme, c'est vraiment une explication de soi à soi. Alors, la lecture du fagot de ma mémoire, je recommande ce texte à tous. C'est un très beau texte. La lecture de ce texte permet, au fond, de comprendre comment toute la vie intellectuelle de Suleiman, tout son parcours, ont porté sur une chose, à savoir mettre au centre de la réflexion philosophique les problèmes africains, créer des concepts pour les penser, assurer, comme il le dit lui-même, une présence africaine dans la formulation de toutes les grandes questions que se pose l'humanité aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas une pensée de la clôture, ce n'est pas une pensée pour se recroqueviller sur soi-même, c'est une pensée de l'ouverture. Alors, le deuxième livre qui vient juste de sortir et que je vous recommande également, il est intitulé Universalisé. Et il a pour sous-titre L'humanité par les moyens d'humanité. Ce dernier livre aurait, à mon avis, également pu avoir comme sous-titre un mot de Léopold Sédar Senghor. Le mot, c'est le bonheur d'être ensemble. Un mot que Suleiman cite très souvent. Le bonheur d'être ensemble, dans la mesure où, en fait, universaliser a précisément pour objectif final la construction de quelque chose qui ressemblerait à l'en commun. C'est donc avec beaucoup de joie, mais aussi de fierté, que nous recevons Suleiman ce soir. Je ne vais pas vous dire, pour ce qui me concerne, toute l'affection que j'ai pour Suleiman et l'attachement que je lui porte et qu'il me porte réciproquement. Pour moi, je le dis sincèrement, sa pensée aura été un rempart et un refuge, un rempart contre la violence de l'histoire et la violence de notre temps, celle qui nous a été infligée par d'autres, bien évidemment, mais aussi celle que nous nous aurons infligée à nous-mêmes. Cette pensée est aussi un refuge, surtout en cette époque de polémique, d'agressivité et de retour, y compris des guerres d'extermination. C'est aussi, à mon avis, une pensée de la responsabilité, responsabilité envers l'Afrique, responsabilité envers le monde. Ce qu'il appelle tantôt lui-même la traduction. Il a beaucoup écrit sur cette question de la traduction, et ce qu'il appelle tantôt et désormais universalisé. Je crois que c'est aussi une pensée qui est capable de susciter de la bonté, de la bienveillance et de l'hospitalité, valeurs largement mises à mal par les temps qui courent et qui, si elles étaient vécues, ajouteraient sans doute à notre existence, y compris spirituelle, une sorte de vitalité spécifique et je dirais aussi une indicible joie, parce que le thème de la joie est également un thème sur lequel revient de plus en plus souvent Suleiman. Et donc,
Je pense que Suleiman est quelqu'un qui a été formé à la vie de l'esprit. Son éducation philosophique ne l'a jamais tenu à l'écart des affaires du monde. Et aujourd'hui, justement, l'une de ces affaires, c'est évidemment la démocratie. Mais la démocratie dans son sens substantif. Et l'une de ces affaires, c'est évidemment euh, la responsabilité de la pensée au regard du vivant qui, à mes yeux, est le dernier nom, justement, de la démocratie. Et donc, je voulais par ces quelques mots de gratitude accueillir Suleiman chez lui, ici à la Fondation, dont il est, vous le savez très bien, le président, et rappeler à toutes et à tous, et notamment aux plus jeunes, la bénédiction qui est la nôtre, à être le contemporain de Suleiman. Donc, je, je te laisse la parole, Arlande, euh, pour la laisser ensuite à Suleiman que nous allons écouter tout de suite. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Achille. Merci à chacune et chacun des participants. Vous êtes déjà au nombre de 80 et nous vous accueillons évidemment bien chaleureusement pour cet événement qui vous a réunis en masse et qui a suscité beaucoup de votre enthousiasme et on le comprend. C'est une joie, et le professeur Achille l'a dit juste avant, de recevoir sur cette clôture de notre cycle de conférences, mais dans le cadre de ce symposium, le professeur Souleymane Bachir Diagne, qui est aussi le président de la Fondation. Cher professeur, cher Souleymane, je ne vais pas être plus longue. Nous attendons de pouvoir t'écouter sur finalement ces deux œuvres qui sont pratiquement en dialogue l'une avec l'autre, l'une qui invite au métissage comme un devoir finalement pour faire monde et pour faire communauté, et puis l'autre qui nous parle de ce que disait le professeur Achille tout à l'heure, cette phrase de Léopold Sédar Senghor, mesurer l'orgueil d'être différent au bonheur d'être ensemble. Alors sans plus tarder, cher professeur, nous vous écoutons. Merci. Merci infiniment, cher Arlande, et merci à toi, Achille. Et je voudrais vous remercier également, vous qui avez pris le temps de venir participer à cette conversation autour de la démocratie d'abord et avant tout, et ce que mon propre travail peut éventuellement apporter à la réflexion que nous menons ensemble sur la démocratie. Je voudrais dire à quel point je suis honoré à chaque fois que j'y repense d'avoir ce privilège d'accompagner l'entreprise, le projet démocratique que porte notre fondation et que porte avec beaucoup de vigueur, de fermeté et avec une grande vision également mon ami Achille. Achille l'a dit tout à l'heure, tout de suite, nous cheminons ensemble et vous savez toute l'importance que la pensée d'Achille a pour notre continent et pour le monde. Et je fais partie de ceux qui, de ce point de vue-là, ont toujours beaucoup appris auprès de lui et j'ai le privilège en plus d'être son ami et d'apprendre de manière plus directe auprès de lui. C'est la raison pour laquelle tout de suite, lorsque la fondation a été lancée, nous nous sommes partagés la tâche. Lui-même a mis les mains véritablement dans le cambouis en ayant accepté d'être le directeur de cette entreprise. Et moi-même, je l'accompagne autant que je peux en dirigeant le conseil d'administration pour la fondation. Et c'est donc dans ce cadre d'une réflexion générale sur la démocratie que je voudrais essayer de dire les travaux que j'ai menés jusqu'ici, en particulier les derniers ouvrages que j'ai publiés récemment. Je reprends le propos d'Achille tout à l'heure, parlant des antidémocrates qui disqualifient le projet démocratique. Et c'est vrai que nous vivons une époque de scepticisme démocratique et une époque également
ou des antidémocrates, je crois que c'est le mot qui convient, sont très actifs pour disqualifier le projet démocratique. Et je crois qu'il entre aussi dans cette disqualification un scepticisme démocratique réellement, mais également un scepticisme au fond devant tout ce qui transcende les enfermements identitaires et les ethnonationalismes, la fragmentation de notre humanité et tout ce qui va dans le sens d'une réunification, d'une pensée de ce que nous avons en partage, de ce que nous avons en commun, une pensée de ce qui, au fond, nous permet de réaliser pleinement notre humanité et attaquée par cette disqualification de la démocratie. Et parmi les valeurs qui sont ainsi disqualifiées ou qui sont en tout cas attaquées, il y a la notion d'universel, qui est souvent une notion qui est en quelque sorte écartée d'un revers de main rapide parce qu'on dira de manière rapide, évidemment, oh, l'universel, c'est l'universel toujours de quelqu'un, c'est un universel impérial, c'est un universel colonial, et on croit mettre en œuvre une pensée de la décolonisation, une pensée décoloniale ou une pensée postcoloniale, dès lors qu'on a écarté d'un revers de main, comme des vieilles lunes, toutes ces notions de démocratie, d'universel, etc. Or, ce sont des notions auxquelles il faut tenir et sur lesquelles il faut s'arc-bouter et pour lesquelles il faut tenir ferme. Parce que ce qui se joue est ici important. Nous n'avons pas le droit de ne pas avoir une démarche intellectuelle vigoureuse aujourd'hui en Afrique. Or, l'attitude, ce que j'ai appelé parfois, d'une expression quelque peu exagérée, l'attitude que j'ai appelée donc une sorte de fureur décoloniale où on écarte les choses d'un revers de main sans autre forme de procès et sans une réflexion véritable, cela n'est pas une attitude qui nous permet de nous ouvrir les futurs et l'avenir qui doit être l'avenir de notre continent. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu proposer à notre réflexion ce que doit signifier pour nous au XXIe siècle une mise en chantier de l'universel et la prise en compte en particulier d'un universel citoyen, puisque la démocratie, le fondement de la démocratie, c'est la citoyenneté elle-même, ce que signifie un universel citoyen qui ne s'arrêtera pas simplement aux frontières de nos États, qui embrassera cette Afrique que nous avons à construire et qui, au-delà de cette Afrique que nous avons à construire, embrassera l'humanité par les moyens d'humanité, pour reprendre le sous-titre de mon livre universalisé, et au-delà même de l'humanité, simplement le vivant. Et ici, je pense à la notion de communauté terrestre qui a été analysée dans le dernier ouvrage en date d'Achille, à moins qu'il y en ait eu déjà un autre depuis, parce que voilà. Donc, sur cette idée de communauté terrestre, voilà des choses qu'il nous faut penser, qu'il nous faut discuter. Nous n'allons pas forcément être d'accord, mais en tout cas, nous n'allons pas avoir cette attitude qui consiste simplement à renvoyer les choses d'un revers de main sous prétexte, encore une fois, de pensée postcoloniale ou de pensée décoloniale. Parce que, et de ce point de vue-là, nous avons de grands ancêtres qui nous ont enseigné quelque chose qu'il nous faut retenir. Je cite à un moment donné dans mon livre universalisé Aimé Césaire. Aimé Césaire qui dit « Je sais bien que l'humanisme et l'universel sont des concepts quelque peu galvaudés aujourd'hui, tout à fait chahutés. » Mais il insiste pour dire que c'est au nom de ces concepts galvaudés et chahutés que les luttes d'émancipation doivent être menées et que la construction
de la personnalité africaine à l'intérieur d'un ensemble humain doit être menée. Autrement dit, voilà des auteurs de la décolonisation qui ont refusé de s'enfermer dans leur particularisme, mais qui ont dit que la véritable émancipation, ça devait être mettre en chantier un universel autre, un universel différent. Non pas l'universalisme impérial, non pas l'universalisme colonial, mais un universel à forger ensemble. Et je vous renvoie à l'une des expressions d'Aimé Césaire sur ce plan-là, lorsqu'il a parlé d'un universel riche de tous les particuliers et un universel riche de tout particulier et de tous les particuliers. J'essaye au fond d'inscrire le travail qui est le mien dans le sillage que je viens ainsi de dessiner. Et donc, le propos que je tiens, si je voulais le résumer en un mot, serait de dire que la fin de l'universalisme, qu'il faut en effet poursuivre, on ne peut pas continuer sur un universalisme impérial qui mettrait l'Europe entendue au sens large, non seulement l'Europe, mais ce qu'étaient les dominions, c'est-à-dire les États-Unis, l'Australie, etc., eh bien, qui mettrait l'Europe au centre du monde et dans une position surélevée, si vous voulez, comme un phare, et le reste du monde serait disposé, pour ainsi dire, à la périphérie de l'Europe. Mais pour autant, il ne faut pas renoncer à l'idée d'universel, mais il faut penser un universel pour le XXIe siècle où nous sommes maintenant. Alors, voilà la démarche qui est la mienne. Et que ceci est partie liée avec la démocratie, ça ne vous aura pas échappé, bien entendu, parce que vous avez conduit jusqu'ici avec Achille une réflexion vous-même sur le thème de la démocratie. Un mot simplement, Achille a évoqué tout à l'heure l'autobiographie intellectuelle que j'ai écrite, Le Fagot de ma mémoire, où je raconte le moment où j'ai considéré que la réflexion sur l'universel était une direction dans laquelle je devais m'engager. C'était au début des années 80, j'étais à cette époque-là en Allemagne et je lisais un auteur que pour des raisons qui n'ont pas de grande importance maintenant. Cet auteur, c'est le philosophe Emmanuel Levinas. Et je lisais un texte en particulier d'Emmanuel Levinas qui n'est pas souvent cité. On connaît plus les grands textes d'Emmanuel Levinas comme Totalité infinie, Autrement qu'être, etc. Et ceci, c'est un petit ouvrage qui s'appelle L'humanisme de l'autre homme et dans lequel Emmanuel Levinas se plaignait au fond de la nouvelle configuration d'un monde décolonisé. Si vous voulez, le monde d'après la conférence de Bandung. Si on considère que 1955 et la conférence de Bandung, c'est une date symbole des décolonisations dans la mesure où cette conférence a eu lieu sans avoir été convoquée par l'Europe. Elle a eu lieu entre les pays, qu'on va dire, du sud global, entre les pays asiatiques, dont beaucoup d'entre eux étaient déjà indépendants à cette époque, un certain nombre d'États ou de mouvements de libération africains également. Bref, ce qui était important avec cette conférence, ce n'était même pas son contenu, c'était sa simple configuration. Le simple fait que cette conférence se soit tenue sans que l'Europe en ait été l'instigatrice et sans que l'Europe en soit le centre. Pour un philosophe comme Emmanuel Levinas, un tel monde ainsi configuré était un monde désorienté. Il considérait qu'au fond, il est dans la nature de l'Europe de donner son orientation au monde et que dès lors que l'Europe n'occupait plus cette position centrale et cette position surélevée, il n'y avait plus d'universel possible et le monde dans lequel on vivait était un monde désorienté. Il joue d'ailleurs sur les mots en disant qu'un monde désoccidentalisé est un monde aussi désorienté. C'était une sorte de réaction à Bandung et à la décolonisation. Et donc, vous pouvez comprendre que ce propos m'agaçait prodigieusement. Et en particulier, à un moment donné, il dit, de toute façon, il n'y a pas d'universel possible sans cette verticalité représentée précisément par l'Europe. Parce que la dimension de l'universel,
c'est la verticalité. L'universel, au fond, cela nous vient d'en haut. Pour prendre une image philosophique, cela nous vient d'une sorte de monde platonicien. Et à ce moment-là, il dit, voilà qu'un philosophe, Maurice Merleau-Ponty, un autre phénoménologue qui partage avec lui la même approche en philosophie, voilà, dit-il, que Maurice Merleau-Ponty nous parle, lui, d'un universel horizontal ou d'un universel latéral, ce qui est évidemment contradictoire. Donc, voilà ce moment particulier où cette notion est apparue dans ma lecture d'un universel latéral à opposer à un universel de surplomb, un universel de la verticalité. Et cet universel latéral était attribué à Maurice Merleau-Ponty. Et donc, je suis allé y voir. Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Et en effet, voilà un philosophe qui, lui, a tenu compte du monde nouveau qui était né de Bandung, qui était né du mouvement des décolonisations, et un monde nouveau où les cultures seraient équivalentes, les langues humaines seraient équivalentes dans leur pluralité irréductible. Et, ajoutait ce philosophe, c'est dans ce monde-là que nous vivons, et pas dans un autre, et il nous faut maintenant comprendre que le temps d'un universel de surplomb étant révolu, il n'y a plus qu'une seule dimension. Si vous enlevez la verticalité et la centralité, la seule dimension, c'est la dimension plane, horizontale. Ça veut dire que toutes les cultures du monde et les langues du monde sont situées sur un même plan d'immanence, et les rencontres qui peuvent exister entre elles seront donc des rencontres horizontales. Eh bien, si universel il doit y avoir, cet universel doit naître de cette rencontre horizontale ou latérale entre des cultures situées sur un même plan d'immanence. Et le modèle pour penser cela, c'est le modèle de la traduction, de la relation entre des langues, dans leur pluralité, mais également dans leur traductibilité. Elles sont traduisibles. On peut négocier. Un universel, cela se négocie. Cette négociation, évidemment, elle est difficile, elle est messy, comme on dit en anglais, elle est chaotique, elle donne toujours lieu à des malentendus, les malentendus les plus profonds, mais au bout du compte, il faut pouvoir y parvenir, à condition, encore une fois, de sortir de cette centralité, de cet exceptionnalisme d'une province du monde qui serait érigée en centre et en phare vertical au-dessus du monde que ce phare est chargé d'éclairer. Eh bien, ce modèle de l'universel latéral, ce modèle difficile de l'universel latéral, c'est ce que, à ce moment-là, j'ai commencé à moi-même explorer, continuant la réflexion qui avait été celle de Maurice Merleau-Ponty. Il m'est apparu en effet que l'universalisme, la fin de l'universalisme ne devait pas être la fin de l'universel, parce que ce qui se joue là est important dans l'universel. Ce qui se joue là, c'est l'idée que nous sommes le premier universel qui se joue là, qui est l'humanité elle-même. L'humanité n'est pas simplement une juxtaposition d'identités, comme s'il s'agissait d'entités zoologiques que l'on va additionner. Il y a quelque chose qui s'appelle l'humanité, quelque chose que nous avons en partage, quelque chose qui fait de nous une seule et même espèce. Il ne s'agit pas d'être naïf, bien entendu, et d'ignorer toutes les fractures qui empêchent cette humanité de se constituer. L'une des fractures les plus importantes étant l'inégalité. Alors, on peut évidemment citer toutes les fractures qu'il y a, les ethnonationalismes, les racismes, en gros, les inégalités également dans le monde, des inégalités qui peuvent exister au sein des nations et des inégalités qui existent aussi entre les nations du Nord et le Sud, la ligne de partage entre le Nord et le Sud. Donc, cela veut dire que cette constitution de ce premier universel qu'est l'humanité sera l'effet d'un véritable combat. Il ne s'agit pas simplement d'être naïf, de voir la vie en rose et
dire nous allons chanter ensemble notre humanité commune. Non, nous n'allons pas la chanter ensemble, nous allons la construire ensemble. Et donc, comment, à partir d'un pluriel irréductible du monde, parce qu'il ne s'agit pas non plus de nier le pluriel du monde, il faut tenir compte de ce pluriel du monde et estimer que l'horizon à viser ensemble dans la négociation la plus difficile qui soit pour l'universel et pour la démocratie, parce qu'au fond, la démocratie, elle peut avoir des définitions multiples. Une des définitions étant, ou en tout cas une des composantes de la démocratie, étant le pluralisme. Vivre le pluralisme. Accepter que le monde est pluriel et qu'il est inévitable qu'il en soit ainsi, il est dans sa nature d'être pluriel et qu'il est bon qu'il en soit ainsi et il est important de tenir ferme la valeur du pluralisme parce que c'est la condition du vivre ensemble que vise la démocratie. Tout en tenant ferme le pluriel du monde, tenir également ferme un horizon d'universalité. Alors, je me pose à moi-même la question, et évidemment, elle se pose et ça peut être l'objet d'une discussion. Pourquoi, puisqu'il faut quand même insister sur la fin de l'universalisme impérial, colonial, pourquoi garder encore le mot, le concept d'universel? Pourquoi ne pas simplement s'en passer, ne même pas en parler, ne même pas considérer, ou bien trouver des concepts alternatifs, pluriversels. Pluriversel est un concept important qui a cours et pour des raisons qui sont des raisons importantes qu'il faut voir. Insister sur la diversalité. Et tous ces concepts partagent au fond une méfiance bien compréhensible devant la volonté de faire un. Parce que la volonté de faire un, très facilement, peut être réductrice et également exclusive. Parce qu'il y a plusieurs manières de faire un. Une des manières, c'est évidemment de réduire, de raboter toutes les différences pour les ramener à de l'uniforme, de l'homogène, ou bien alors exclure le différent pour rester dans l'homogène, dans l'entre-soi, etc. Donc, ce sont des formes impériales, en effet, d'imposition de l'un comme négation du multiple. Penser le multiple ou le pluriel d'une manière qui ne soit pas simplement réduite par le passage à l'un, c'est une difficulté majeure et c'est cette difficulté-là que des concepts comme celui de pluriversalité ou de diversalité affrontent à leur propre manière. Mais je dis toujours, je tiens pour ma part à l'idée d'universel. Parce que dès lors que vous l'abandonnez, vous faites signe vers quelque chose qui peut être encore plus grave, si vous voulez. C'est l'idée qu'en définitive, il n'est pas possible de penser une unité ou un qui tienne compte aussi du pluriel. Et je ne crois pas que cela soit impossible. C'est ce qui m'a fait passer du concept d'universel latéral, qui est encore un substantif, c'est un adjectif universel qui est substantivé, qui est traité comme un nom lorsqu'on dit universel latéral. Mais ça ne suffit pas, parce qu'on peut toujours me dire, bon, ben écoutez, qu'est-ce que vous appelez universel latéral? Montrez-nous un exemple d'universel latéral. À quoi ça ressemble un universel latéral? C'est pour ça qu'il m'est apparu qu'il valait mieux insister sur le verbe universaliser, parce que le verbe indique bien qu'on parle d'une pratique d'universalisation, une pratique ouverte, continue, un chantier auquel il faut en permanence revenir, quelque chose d'ouvert, une tâche qui n'est jamais terminée, et cette tâche est une tâche d'universalisation. Et j'ai été d'autant plus conforté dans cette idée qu'il fallait plutôt un concept qui soit ici un verbe. En général, les concepts sont des noms, mais il fallait un concept qui soit un verbe pour bien indiquer que l'universel, c'est une pratique et une pratique commune, une pratique que nous menons ensemble.
Et raison pour laquelle, donc, le verbe m'est apparu comme le meilleur choix à effectuer dans ce cas-là. Je dois d'ailleurs ce mouvement du substantif, des substantifs ou de l'adjectif substantivé vers le verbe à la discussion que j'ai eue avec mes étudiants, parce que ce livre était d'abord un séminaire que j'ai enseigné à l'École normale supérieure aux étudiants de philosophie et également à un public plus large qui m'avait fait l'amitié de venir là. Et ce que je vous dis là sur la discussion pluriversalité, diversalité, qu'est-ce que c'est qu'un universel latéral, à quoi ça ressemble, tout cela, vous voyez bien que ce sont des discussions auxquelles j'ai participé et il me semblait que la conclusion que je pouvais retirer des discussions, des controverses que j'avais eues sur ce sujet-là était le passage au verbe. Et donc, encore une fois, ça n'est pas simple. Universaliser ensemble, ça n'est pas simple parce que nous venons de situations radicalement différentes. Nous venons d'un vrai pluriel qui n'est pas réductible facilement à l'un. Pardonnez-moi, j'ai oublié de couper mon téléphone. Je vais le faire. Je profite de cette petite ouverture. Merci beaucoup. Il y a tellement d'éléments et on reviendra dessus, mais notamment dans le dialogue que vous allez faire tout à l'heure avec nos 4 jeunes ambassadeurs, à qui je vais, si vous me permettez, demander de nous rejoindre pour poursuivre la discussion avec vous sur ces 2 œuvres, de pouvoir vraiment initier ce dialogue avec eux. Alors, je vais les inviter à ouvrir leur caméra et à nous rejoindre virtuellement dans cet échange absolument passionnant. Donc, on a Anouchka. Alors, je ne suis pas encore en train de les voir, mais je pense que c'est en train de se faire. Voilà. Bienvenue est en train d'ouvrir sa caméra. Anouchka également. Il y a Arsi, Epalé et Esther qui vont aussi nous rejoindre. Très bien. Merci beaucoup. Énormément d'informations absolument riches qui expliquent en fait la pensée et le travail à la fois d'observation et d'investigation qui a produit notamment l'œuvre universalisée et cette volonté de sortir d'un concept juste nominatif, mais vers une action de construire ce que vous avez nommé plus loin que l'universel, plat ou horizontal. Je vais vous demander, à vous qui avez aussi travaillé sur ces œuvres du professeur Suleiman, de pouvoir intervenir au regard de votre lecture, de vos compréhensions et lui poser chacun de vous, donc Esther et Arsi, une question à tour de rôle. On va peut-être faire une première question, le laisser répondre, prendre la deuxième avant de passer au second ouvrage. Je vous laisserai quelques secondes, quelques minutes en introduction juste pour vous présenter brièvement. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, ils font partie de notre première promotion de jeunes ambassadeurs de la démocratie. Ils ont porté une tribune qui a été lancée lors de la journée de la démocratie, la journée internationale de la démocratie, le 15 septembre dernier. On pourra mettre le lien de la tribune en commentaire pour que vous puissiez voir ce qu'ils ont soutenu et défendu ensemble, l'équipe de 15 qu'ils sont. Mais je ne vais pas être moi plus long parce que ce n'est pas l'objet, mais c'est vraiment d'être en conversation avec eux, avec l'auteur qu'on a la chance d'avoir avec nous sur le plateau. Je vous laisse donc poser vos questions. Donc, la première question, on se présente brièvement, on pose la question, on va laisser la place au professeur pour pouvoir répondre à cette première question, puis on prend la deuxième. Pareil, il pourra répondre avant de passer au second ouvrage. Et puis, je vous laisse, je ne suis pas plus longue. Merci. Bonsoir encore à tous. Bonsoir, professeur Suleiman. Je suis Arsi Epalé, l'une des jeunes ambassadrices du programme JADEMO, justement des jeunes ambassadeurs de la démocratie. C'est vrai que par rapport au programme, nous sommes censés intervenir par rapport à l'ouvrage Ubuntu. Et pour l'ouvrage universalisé, il s'agit de 2 autres jeunes ambassadeurs. Donc, je ne sais pas, Madame Arland, si on va plutôt changer l'ordre, en fait, ou alors faites-le selon, voilà, faites-le selon le chronogramme que vous aviez prévu. De toute façon, l'idée est vraiment d'être en conversation avec ces 2 livres. Allez-y sur le chronogramme que vous aviez déterminé. Donc, Anouchka, je te laisse intervenir sur universalisé avec
avec ton collègue. Merci. D'accord. D'accord, donc encore bonsoir et professeur Soliman, je suis évidemment ravie et honorée de pouvoir échanger avec vous. Je suis philosophe de formation, aussi enseignante de philosophie, donc forcément ça me ravit particulièrement de pouvoir échanger avec vous et peut-être vous dire un mot peut-être de ma lecture de votre ouvrage d'abord. Pour moi qui suis devenue en quelque sorte adulte avec la pensée d'Édouard Glissant, qui adhère complètement au concept d'un tout monde qui laisserait une place à toutes les voix et à toutes les musiques du monde sans hiérarchisation ni mépris, je ne pouvais qu'être séduite par votre ouvrage, évidemment, avec un titre comme celui-là, universalisé. Et dès le titre, et vous en avez parlé à l'instant, c'est justement l'usage du verbe plutôt que le nom qui m'a plu et qui a résonné comme une invitation et peut-être même une injonction d'ailleurs, mais vous l'avez dit tout à l'heure, c'était plutôt une pratique ou une construction à entreprendre. Et j'avais envie de vous partager une toute petite anecdote. La semaine dernière, j'ai échangé avec le professeur Achille et je lui écrivais mon enthousiasme à l'idée de me plonger dans votre ouvrage. Et je lui ai dit, donc cet ouvrage intitulé Humaniser. Et il a rectifié mon erreur. Et quelque part, ça m'a fait sourire. Je me suis dit qu'il s'agissait d'un lapsus qui ne faisait qu'exprimer une sorte d'évidence parce que, évidemment, universaliser, c'est faire humanité. Donc, j'ai été immédiatement séduite dès le titre, donc. Et puis par la justesse des mots, la rigueur intellectuelle évidemment et la conviction humaniste bien sûr. Mais au fil de la lecture, je n'ai pu m'empêcher de me demander comment et pourquoi a-t-on encore besoin en 2024 de rappeler l'importance de la diversité, de défendre une vision ouverte et non figée du monde et de reconnaître la pluralité enrichissante de ce qui nous entoure. Et si vous me le permettez, comme votre ouvrage vient de sortir et que je pense que beaucoup n'ont pas eu la chance que j'ai eu de le lire, j'aurais voulu lire les premières lignes de la conclusion, ce qui n'enlèvera rien au plaisir des autres de lire votre ouvrage. À la fin, vous citez ce penseur Pierre de Chardin qui écrit en 1945, je cite donc, « Un voile épais de confusion et de dissension traîne en ce moment sur le monde. Jamais, dirait-on, les hommes ne se sont plus cordialement repoussés et haïs qu'aujourd'hui, où tout les rapproche. Un tel chaos moral est-il vraiment conciliable avec l'idée et l'espoir que par la compression de nos corps et de nos intelligences, nous marchions vers une unanimité ?» Et vous commentez, après cette citation, « Nous pourrions croire que ces mots décrivent un temps comme le nôtre. Nous vivons en effet dans un monde fini, comme disait Valérie, où nous n'avons jamais été aussi proches les uns des autres. Mais nous vivons aussi une époque de guerre ethno-nationaliste, sophistiquées pour ce qui est des armes et des moyens qu'elles mettent en œuvre, en même temps qu'elles sont tribales dans la manière dont elles sont conduites et les justifications qu'elles se donnent. Et au sein des nations, l'idéal démocratique menace de ruine quand les débats politiques éclairent moins des choix de société qu'ils ne manifestent la puissance de ce sentiment sur lequel les populismes se construisent, celui que la philosophe Cynthia Fleury appelle la pulsion ressentimiste. » Et donc, professeur Soliman, j'ai envie de vous demander si la lassitude, la résignation et peut-être même le défaitisme ne menacent jamais le penseur que vous êtes. Votre ouvrage est paru il y a un mois et je ne vais évidemment pas faire la liste des événements politiques qui invitent en ce moment au découragement des législatives en France ou à la situation au Congo ou à Gaza, mais évidemment, je suis convaincue que le bruit du monde a participé à votre écriture et je me demande forcément comment croire encore à l'avènement de la pensée universelle aujourd'hui et si la philosophie il peut encore quelque chose. Je reprends votre expression tout à l'heure, comment négocier l'universel latéral. Alors évidemment, votre livre est en partie une réponse, mais vous comprenez bien quelque part ma frustration entre le décalage entre ce que vous écrivez et le monde tel que je peux l'observer. Absolument. Je vous remercie infiniment, chère Anouchka, et je suis heureux de parler à une collègue en vous, et je vous remercie de la lecture que vous avez faite de mon travail. Et d'abord, d'avoir pensé à Édouard Glissant, parce qu'en effet, d'une certaine manière, le geste que j'ai eu de prendre le verbe universaliser, c'est le même geste que Édouard Glissant a eu en refusant créolité au profit de créolisation. L'idée que nous parlons là de devenir, de mouvement en train de s'effectuer. Et en effet, le mot de théâtre de Chardin que vous avez cité m'a
fasciné moi-même parce qu'en définitive, en effet, on a l'impression que la citation parle à notre époque et à notre époque de populisme. Chaos moral, ça pourrait s'appliquer à des élections qui sont en train de s'effectuer aujourd'hui aux États-Unis, par exemple. Quand vous entendez le type de discours qu'on peut proférer aujourd'hui dans le cadre d'une élection, vous vous demandez dans quel monde nous vivons et ce que signifie encore une forme de décence. Pour ne même pas parler de bienveillance, parce que Achille me faisait l'amitié de dire que ma démarche était une démarche en faveur de la bienveillance, de la bonté de ces termes-là. Alors, comment croire encore à cette bienveillance et à la possibilité de faire humanité ensemble dans un monde aussi fragmenté? On a l'impression que les atrocités qui se déroulent, en effet, nous interdisent de penser un horizon d'universalité ou un travail commun d'universalisation. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai terminé la rédaction de mon livre, que j'ai relu les épreuves et que tout cela partait maintenant à l'imprimerie, voyant la catastrophe qui continuait de se dérouler en Ukraine, qui continuait de se dérouler en Israël, Palestine, etc., je me suis demandé si, au fond, ceux qui diraient que on aurait souhaité que le monde corresponde à ce que vous en dites, mais véritablement, le monde dont vous parlez, le monde dont vous rêvez, le monde que vous projetez, est un monde qui a très peu de chances de se produire. J'ai eu un moment d'espérance, en donnant presque une signification religieuse, spirituelle à ce mot, en voyant deux événements qui se sont produits entre le moment où mon livre était en fabrication et où il est paru. L'un des événements, c'était les élections en France, qui dans un premier temps semblaient conforter tous les populismes qui jouent sur le ressentiment, sur l'exclusion, sur la haine de l'autre, etc. Et le fait que d'une semaine à l'autre, les choses se sont renversées. Qu'il y a eu une sorte de sursaut qui a fait que le pire ne s'est pas produit. Cette notion, ce proverbe disant « le pire n'est jamais sûr » a été illustré. La deuxième chose, c'est la transfiguration que nous avons vécue, même si c'était une parenthèse enchantée, avec la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Et l'image qui a été projetée de ce que pouvait signifier une humanité dont on tenait compte pour ce qui était de la diversité qui est la sienne, le pluriel du monde représenté, en même temps que ce que cela pouvait signifier également de faire un et de partager la même humanité, d'être dans une compétition sportive et en donnant une signification concrète et palpable à l'idée de fraternité. Je crois que nos réactions à cette ouverture des Jeux Olympiques, le bonheur que cela nous a procuré aux uns et aux autres, ça a été précisément parce que nous avions aussi connu des moments qui étaient des moments où on attendait le désastre. Et donc, la raison pour laquelle je vous parle de ces deux exemples, c'est pour dire la chose suivante. Il y a tellement de raisons d'être défaitiste, mais qu'est-ce que cela nous commande à ce moment-là comme attitude? D'être dans le scepticisme le plus total et transformer ce scepticisme en cynisme. Le cynisme qui consiste à dire il en est ainsi et il en sera toujours ainsi. Il est dans la nature de l'humain d'être un loup pour un autre humain et s'en tenir à cela. Mais on ne le peut pas. S'en tenir à cela, on ne le peut pas. Il faut pouvoir croire en une aspiration à l'humanité qui est constitutive de l'humain, et ça, c'est une prémisse qui est presque axiomatique, si vous voulez. Ce ne sera jamais la conclusion d'une démonstration, ce sera au contraire le principe d'une action à mener. Voilà comment j'entends les choses. Autrement dit, sur le plan
théorique, démontrer que nous avons une aspiration à l'humanité et que cette aspiration à l'humanité nous permettra de faire l'humanité ensemble, je ne le pourrai pas. Et je crois que personne ne le pourra. Parce qu'on peut toujours vous jeter des contre-exemples à la figure en vous disant, vous avez vu les atrocités là, aujourd'hui au Liban, vous avez vu les atrocités du 7 octobre, vous avez vu. Évidemment, il y a tout cela. Mais encore une fois, il faut passer de l'impossibilité d'en faire la conclusion d'une démonstration théorique à l'attitude qui consiste à en faire le principe d'une action pratique. Ça, c'est l'alternative au scepticisme et au cynisme. Voilà, merci infiniment, encore une fois, pour cette lecture et cette question qui m'enchante vraiment. Merci à vous et ça me plaît beaucoup, en effet, que ce désir d'universel représente des prémices à ce qu'on voudra bien construire, quoi. Oui, voilà. Merci beaucoup. Anouchka, on va donner la parole à ta collègue qui va prendre la deuxième question sur universalité. Merci. Bienvenue, merci à toi. Une fois de plus, bonsoir à chers professeurs, bonsoir. Je crois que la qualité du son... bienvenue, je ne vous entends pas. Oui, on n'entend pas très bien. Au niveau du son, ça passe pas très bien. Là. Je crois que bienvenue doit être connecté à 2 endroits en même temps. Prière privilégiée sur l'appareil. D'accord, là c'est bon? C'est parfait, oui, je vous entends. D'accord, merci, c'est un privilège pour moi d'échanger avec le professeur Suleiman sur son dernière œuvre. Et ma part d'inquiétude ce soir se pose notamment lorsque je réfléchis à la rupture d'Aimé Césaire avec le Parti communiste en 1956, je me pose une question. Pourquoi à ce moment-là, Césaire a-t-il ressenti le besoin de se distancier du communisme tel qu'il était pratiqué en France? En tant que militant anticolonial, je me demande aussi dans quelle mesure son rejet du centralisme bureaucratique de Moscou résonne encore aujourd'hui dans nos luttes modernes pour l'émancipation. Ce qui m'interpelle, c'est la manière dont Césaire a critiqué l'idée que les luttes anticoloniales pouvaient se fondre dans celles du prolétariat européen. Je partage ce sentiment que nos combats pour la liberté, qu'ils soient politiques, économiques et culturels, ne doivent pas se conformer à des modèles importés. À ce point de ma réflexion, une autre question me vient. Est-il encore pertinent aujourd'hui de remettre en question les idéologies politiques importées, alors que nos sociétés africaines sont confrontées à des dynamiques globalisées? Peut-on désoccidentaliser nos approches ou devons-nous les réinventer de manière hybride? Je crois profondément que l'un des apports majeurs de Césaire, de Franck Fanon ou Alioune Diop que vous citez dans votre œuvre est leur appel à un universel riche de tout le particulier que vous avez mentionné tout à l'heure lors de votre introduction. C'est une pensée qui, à mon avis, doit guider nos démarches actuelles. Nous devons participer au dialogue global tout en réaffirmant nos identités culturelles africaines. Prenons par exemple les débats actuels autour de la mondialisation culturelle et de l'uniformisation de mode de vie. Césaire nous rappelle que notre humanisme ne peut se construire qu'à partir de notre expérience. Pour conclure, professeur, je pense que ces réflexions de Césaire nous invitent à questionner profondément la manière dont nous concevons notre émancipation aujourd'hui. Pouvons-nous réellement créer un modèle de société basé sur une pluralité de voix où chaque culture apporte sa contribution unique à la construction d'un humanisme commun? Pour savoir, j'aimerais ce que vous pensez, professeur, surtout, comment vous percevez cette tension entre local et global dans notre quête actuelle de liberté et de justice? Merci. Merci, je vous remercie beaucoup, cher bienvenu, et vous avez posé des questions majeures et importantes. Je vais essayer de commenter et de répondre au maximum de mes possibilités, de mes capacités.
il était important en effet de revenir sur la rupture que Aimé Césaire a connue avec le Parti communiste français. Il y avait des raisons immédiates. À ce moment-là, l'Union soviétique avait écrasé des révoltes en Tchécoslovaquie et en Pologne qui étaient des révoltes pour la démocratie. C'est d'ailleurs le thème qui nous occupe ici et c'était l'idée au fond qui est naturelle chez les humains qu'on ne peut pas imposer un dogme, un carcan idéologique à une nation, qu'une nation a besoin de respirer et que la respiration d'une nation, c'est la démocratie. Que ce qui fait d'abord la valeur de la démocratie, ce n'est pas qu'elle est valeur démocratie pour ceci ou pour cela, elle est d'abord valeur parce que la démocratie en elle-même est une valeur. Nous entendons, vous savez ça mieux que moi, dans nos pays aujourd'hui, dire que la démocratie, au fond, ne sert à rien, ça ne se mange pas, ou que la démocratie doit passer après un certain nombre de considérations qu'on appelle panafricanistes, en donnant à ce mot de panafricanisme un contenu pour le moins vague, ou au nom d'une souveraineté en disant que ces choses-là sont plus importantes que la démocratie. Rien n'est plus important que la démocratie. Et parce que sa valeur n'est pas d'être démocratie pour ceci ou pour cela, c'est d'être simplement démocratie. Et donc, c'est cette idée que les chars soviétiques avaient écrasée. Et c'est au nom de cette idée démocratique que beaucoup d'intellectuels avaient à ce moment-là questionné l'Union soviétique et avaient questionné également les partis communistes européens qui s'étaient alignés sur l'Union soviétique et avaient justifié ces actions-là. Ça, c'était un premier aspect. Il y avait un deuxième aspect, toujours dans cette même année 1956, où le texte a été publié, qui était le rapport Khrouchtchev. Le rapport Khrouchtchev, qui existait déjà, a été rendu public à ce moment-là, et on s'est rendu compte des crimes qui avaient été commis au nom de l'unique patrie du socialisme, comme l'URSS se présentait à cette époque-là, donc les crimes de Staline. Mais, disait Aimé Césaire, le plus important, c'est que dans l'universalisme qui m'est proposé par cette idéologie communiste-là, je ne me retrouve pas en tant qu'homme de couleur. Autrement dit, ma différence ne me semble pas être respectée et le pluriel du monde ne me semble pas être respecté dans cette idée que de toute façon, il y a une classe universelle qui est le prolétariat et évidemment le prolétariat européen, et que le prolétariat européen, parce qu'il est classe universelle, va apporter l'émancipation à tout le monde. Et donc, tout le monde a besoin de s'aligner derrière ce prolétariat-là pour aller à l'émancipation. Et Césaire dit de manière fameuse que le fraternalisme qui est ainsi proposé ne vaut pas mieux que le paternalisme colonial. Alors, mais il ajoute évidemment que si je récuse cette forme-là aussi d'universalisme, disons l'universalisme de gauche, qui fait pendant à l'universalisme de droite impériale, ce n'est pas pour m'enfermer dans le particularisme, c'est pour aller en direction d'un universel, vraiment universel, parce qu'il sera riche du particulier, et vous avez raison d'insister là-dessus. Et vous avez aussi raison de prononcer un mot qui est le mot de dialogue. Vous savez, le premier sous-titre de mon livre, c'était d'ailleurs dialogue des cultures, puis il m'a semblé que c'était une expression quelque peu galvaudée et j'ai préféré humanité par les moyens d'humanité. Mais le dialogue est important et le dialogue est au fondement de la démocratie. Vous savez, les philosophes qui réfléchissent aujourd'hui sur le fait que la palabre africaine peut être considérée comme une forme de démocratie. Ils ont raison d'aller dans une direction comme celle-là. Évidemment, il faut en construire le concept. Mais l'idée étant que quand vous palabrez, quand vous négociez, vous devez avoir la capacité de vous décentrer. Si vous restez simplement dans des positions absolument figées et que vous n'arrêtez pas de répéter « ceci est ma position et je ne bougerai pas », vous n'entrez dans aucune négociation, vous ne connaissez pas la valeur du décentrement et la valeur du latéralisme, justement, la capacité que vous avez de bouger. Et donc, dialogue est un terme important, un concept important ici, qui est au fondement de cette démocratie qui est l'objet de notre recherche et de notre fondation.
Eh bien, et ce dialogue, il est à la fois un dialogue interne, évidemment, dans les nations, dans les échanges politiques que nous pouvons avoir. C'est un dialogue également cosmique, d'une certaine façon, un dialogue des cultures. C'est, comme vous avez dit, je reprends votre expression qui est parfaite, chaque culture apporte sa contribution unique. Théâtre de Chardin, dont il a été question tout à l'heure, de ce point de vue-là d'ailleurs, considérait que le monde allait vers sa planétisation. Voilà encore quelqu'un qui était optimiste, parce que malgré la citation où il parle d'un chaos moral et d'un monde construit sur la haine, il croyait aussi en ce qu'il a appelé une humanisation de la Terre et à une planétisation de la Terre, et qui seraient ces contributions qu'en effet, chaque culture, en tant qu'elle est un visage particulier de l'aventure humaine, va apporter, et la signification que chaque culture donne à notre idée d'humanité. L'humanité à construire ensemble, la tâche de faire humanité ensemble, signifie aussi cela, que chaque culture est précieuse d'une manière unique par le visage qu'elle donne de l'aventure humaine et ce qu'elle nous enseigne de la signification de notre humanité commune. Donc ce va-et-vient entre le singulier et l'universel reproduit ce que vous avez posé comme question sur la tension entre le local et le global. C'est un va-et-vient. La négociation et le travail d'universalisation est toujours un va-et-vient entre le local et le global, un va-et-vient incessant où je parle de ma situation, parce qu'en effet, mon propos ne peut être que situé. Notre propos aujourd'hui est un propos où nous parlons depuis un point de vue africain, par la force des choses, parce que nous sommes engagés dans le travail d'émancipation de notre propre continent, mais qui doit aussi être une pensée de la totalité. Et c'est ça le prix des penseurs comme Édouard Glissant, penser le tout monde, pour revenir au propos d'Anouchka et ce qu'elle en disait tout à l'heure, se mettre toujours en présence du tout monde, comme il dit, une phrase que j'aime à citer d'Édouard Glissant, j'écris en présence de toutes les langues du monde. C'est une manière de dire la langue que je suis en train d'écrire, au niveau local, a une résonance et trouve des échos sur le plan global également. Merci bien, cher bienvenu, pour cette question. Alors, je crois savoir que c'était là les deux questions qui portaient sur universaliser. Je vais dire juste une phrase sur Ubuntu parce que je ne veux pas qu'on soit long et je vais donner une place aux questions et réponses. Cet ouvrage, Achille l'a rappelé, c'est un ouvrage d'échange, c'est-à-dire que cette fois-ci, à la différence du fagot de ma mémoire, qui était une autobiographie, où je parlais de ce dont j'avais envie de parler, ici, je répondais à des questions. Et des questions alors Françoise Blum, pour vous la présenter rapidement, c'est une historienne de l'Afrique et en particulier une historienne des mouvements sociaux africains. Elle est d'ailleurs en ce moment membre de la partie française de cette commission qui a été mise en place pour réfléchir à l'histoire récente du Cameroun et en particulier à l'histoire des violences qui ont été exercées contre l'UPC et toute la violence de la décolonisation du Cameroun. Voilà qui est Françoise Blum. Sur le plan plus personnel, elle fait partie de mes amis de près de 50 ans maintenant. Quand je suis arrivé en France en classe préparatoire, c'est un système très curieux parce que c'est un système de compétition. Normalement, tout le monde est en compétition avec tout le monde parce que si quelqu'un réussit, c'est une place de moins pour vous pour le concours. Et pourtant, dans un système comme celui-là, se construire les amitiés les plus durables, ça c'est mon expérience. Et j'ai vécu véritablement de manière relativement heureuse ce qui aurait dû être quelque chose d'assez douloureuse, qui est une expérience douloureuse pour beaucoup, l'expérience des classes préparatoires. Et les amis que j'ai en France, en général, sont des amis que j'ai connus à ce moment-là. Les classes préparatoires, qu'ils aient fini ou non à l'école normale supérieure. Et donc, j'avais un groupe d'amis très chers qui me connaissent très bien, qui sont des amis à qui j'expose les choses que j'écris avant de les publier et avec qui j'ai toujours testé mes propres réflexions.
il y en avait un certain nombre. Françoise en faisait partie. Et quand on m'a proposé de faire cet ouvrage d'entretien dans une collection qui existe à l'EHESS et qui est une collection de ce format-là, l'un des noms qui m'est venu, c'est évidemment le nom de Françoise. Et voilà comment ce livre est né. Et il a été mis sous le signe du mot Ubuntu. Ça, c'était une proposition de l'éditeur qui m'a dit, oui, mais tu es identifié aujourd'hui à ce mot de langue bantou, bien que moi, je vienne des langues ouest-africaines, nilo-atlantiques, je crois on les appelle. Eh bien, il serait bon que, puisque tu as d'ailleurs parlé aussi de l'Ubuntu, faire l'humanité ensemble dans ce texte, qu'on mette en exergue pour titre de cet échange avec Françoise le mot Ubuntu. Et j'ai accepté bien volontiers parce que je crois en effet en ce qu'a dit le président Barack Obama lorsqu'il a fait l'éloge funèbre de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Lorsqu'il a dit que Mandela avait fait don à l'humanité d'un mot, d'un concept qui est celui de Ubuntu. Et en effet, je crois que ceci est vrai non seulement de la situation sud-africaine, mais de la situation de l'humanité, comme le disait Barack Obama. C'est-à-dire que la réponse à la citation, à la description du monde telle qu'on pouvait la voir dans la citation de Théâtre de Chardin qui a été faite jusque-là par Anouchka, c'était justement redoubler d'efforts pour la constitution de ce que nous avons en commun, pour la constitution d'un monde qui serait un monde arc-en-ciel, comme on a parlé d'une nation arc-en-ciel pour l'Afrique du Sud, c'est-à-dire un monde qui serait sorti de la logique de la fragmentation tribale et de la politique qui serait une simple traduction de nos instincts tribaux, parce que le tribalisme, c'est un instinct, c'est la partie animale chez nous de vouloir être avec les siens, avec ceux qui vous ressemblent, qui ont la même couleur de peau, qui ont la même religion, qui ont la même langue, etc. Alors que l'humanité n'a pas pour elle un instinct. L'humanité, cela se construit. Cela se construit par la raison philosophique. La raison philosophique nous enseigne, en effet, qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'humanité. Et la religion aussi. Et la religion, nous dit un philosophe comme Bergson, est infiniment plus efficace d'ailleurs, parce que la religion, l'émotion religieuse, dit-il, se répand comme un incendie. Quand la religion dit que votre prochain, ce n'est pas forcément votre proche, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissiez pas, eh bien, il faut cette force de la religion pour vous convaincre, pour vous donner presque le sentiment, en effet, de toucher du doigt cette proximité qui fait que l'humain est mon frère ou ma sœur en humanité. Voilà la raison pour laquelle il m'a semblé en effet important de garder ce mot comme titre de mon entretien avec Françoise pour que le message général de cette biographie, de ces questions qui prolongent un peu ce que j'avais fait dans le fagon de ma mémoire, pour que le ton de cet ouvrage soit mis sous le signe de ce qui me semble le meilleur concept pour parler d'un humanisme du XXIe siècle. Voilà. Merci beaucoup, cher professeur. Je crois que en regardant les questions et les remarques en commentaire, tout le monde se régale absolument. Je vais laisser place maintenant à mes deux autres collègues, donc Arsi et Esther, pour pouvoir prendre le temps de conversation avec le professeur autour de cette œuvre Ubuntu. Alors, je me dois de faire un petit peu le maître du temps. On va essayer d'être concis et clair à la fois dans les questions pour laisser la place au professeur de répondre. Et puis, je vois déjà les réactions en commentaire, donc les participants souhaitent aussi adresser ne serait-ce qu'une seule question au professeur en clôture de cet échange. Je vous laisse sans plus tarder le micro, l'une et l'autre, donc on est concis et clair et on permet au professeur de répondre. Merci. Peut-être le micro à ouvrir, Arsi, on n'entend pas encore. Merci. D'accord. Excusez-moi, j'avais pas activé l'icône. Merci. Bonsoir encore à tous. Bonsoir, professeur. Merci pour cet ouvrage parce que il nous a permis, particulièrement à moi, de mieux comprendre en fait ce que c'est que l'Ubuntu. Parce que on entendait parler, parfois on pouvait tomber sur 2, 3 écrits, mais avec cet entretien autobiographique,
il nous permet en fait de pouvoir davantage aller dans les profondeurs de ce que plusieurs appellent une philosophie, mais qui est au final en fait un peu comme une façon de vivre. Alors, ma question part d'un point de vue un peu holistique, après avoir eu le privilège de lire justement les pages de ce livre. Professeur, j'aimerais savoir, aujourd'hui, en matière de démocratie, comment est-ce qu'on peut faire pour promouvoir en fait l'Ubuntu dans nos sociétés aujourd'hui où le vivre ensemble en fait est davantage menacé par le chacun pour soi, justement dû à cause des méfaits du capitalisme. Comment est-ce que l'Ubuntu peut permettre en fait à chacun d'entre nous de promouvoir la démocratie? Comment est-ce qu'on peut présenter en fait l'Ubuntu aujourd'hui à l'image des défis actuels? Ça, c'est ma question. Merci. Parfait. Écoutez, merci infiniment. Je suis heureux que ce que j'en dis éclaire l'importance que doit avoir pour nous aujourd'hui cette notion de l'Ubuntu telle qu'elle a été mondialisée en quelque sorte par l'Afrique du Sud, par Nelson Mandela et Desmond Tutu, ne jamais oublier Desmond Tutu en la matière. Et promouvoir l'Ubuntu, c'est d'autant plus important que même un concept comme celui-là, un concept qui est un appel à l'action, une action qui est elle-même fondée sur la bienveillance, même un concept comme celui-là peut être victime du scepticisme. On le voit bien, et là je parle sous le contrôle d'Achille, qui connaît cette situation infiniment mieux que moi. On le voit bien dans le scepticisme d'avoir le mot Ubuntu d'une jeunesse sud-africaine qui est quelque peu désenchantée en se disant, bon oui, les aînés Mandela, Madiba, il lui garde encore beaucoup de tendresse, évidemment, nous a parlé de Ubuntu, mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que si l'apartheid légal a disparu, dans les faits, il y a un apartheid économique qui se poursuit. Et la tentation est grande de dire que l'échec est un échec de l'Ubuntu, ce qui est un contresens sur l'Ubuntu, qui est un principe ouvert, un mouvement de continuellement ouvert vers l'égalité, vers la lutte contre les discriminations, etc. La lutte contre le chacun pour soi. Parce que la signification, précisément, quand on dit « je réalise mon humanité quand, à condition que nous la réalisons ensemble et que toi aussi tu réalises ton humanité », c'est-à-dire cette relation de réciprocité, c'est le contraire même du chacun pour soi. Mais maintenant, en effet, il faut bien se rendre compte à ce moment-là que l'Ubuntu n'est pas simplement, comme je le disais au début, chanter une unité humaine, c'est aussi combattre pour cette unité humaine. Et combattre pour cette unité humaine, c'est combattre contre cette brutalité du capitalisme qui est précisément construite sur le chacun pour soi. Quand le capitalisme, au fond, dit que l'intérêt individuel, le chacun pour soi est une bonne chose, et que poursuivre son intérêt, vous savez, ce fameux film Le Loup de Wall Street, où à un moment donné, un personnage a cette réplique, « Greed is good ». Voilà, le chacun pour soi, la fin du succès, la fin de l'argent et du pouvoir qui vient avec est une bonne chose. Et si tout le monde poursuit ces fins-là, d'une manière mystérieuse, quelque forme d'harmonie va s'établir. Non. Théâtre de Chardin, qui est un penseur de l'Ubuntu, parce qu'au fond, l'Ubuntu, cette idée d'une convergence, d'un panhumanisme dont je parlais tout à l'heure et d'une planétisation, c'est aussi une forme d'Ubuntu. Théâtre de Chardin, tout prêtre qu'il était, se rendait bien compte que le capitalisme ne va pas dans cette direction-là. Le capitalisme du chacun pour soi ne va pas dans les lignes génératrices de cette convergence et de cette planétisation, mais comme il l'écrit, le capitalisme dissocie. C'est une force de dissociation, ce n'est pas une force d'unification, dit-il. Et donc, en effet, je crois que, sans être furieusement communiste, puisque ceci est passé de mode,
on peut en effet dire que l'Ubuntu, l'humanisme dont je parle, repose aussi sur une forme de conscience sociale qui, tout naturellement, mène à s'opposer au capitalisme extractiviste et racialisé du chacun pour soi. Et donc là, les adversaires, si vous voulez, à combattre sont clairement désignés. Merci, professeur. Merci. Merci encore. Merci à vous. Merci. Esther, je te laisse donc la place. Merci. Alors, le micro peut-être reste à ouvrir aussi, Esther. On n'entend pas encore. Merci. Est-ce que tu parviens à ouvrir ton micro? Je crois qu'on ne t'entend pas. Jusque-là, on ne reçoit pas ton... Alors, ce qui est bien, c'est qu'on arrive à te voir et c'est une joie d'associer, de te voir. Mais est-ce que tu arrives à... Je pense que son micro est ouvert, mais on ne l'entend pas. Ok. Est-ce que tu veux réessayer ou alors peut-être que si Arsi peut lire ta question, c'est Peut-être dommage. la mettre dans le chat. Non, on t'entend toujours pas. Je lis sur tes lèvres là. Est-ce que tu peux... On t'entend absolument pas. Est-ce que tu peux mettre ta question, la mettre dans le chat et comme ça, Arsi pourra la lire. Hein, si tu arrives à faire ça, on profite de cet interlude là pendant que tu mets ta question. On aura une question des participants. Donc tout à l'heure, vous pourrez faire signe si vous voulez poser une question. Encore une fois, la règle est concise, claire, pour permettre au professeur de répondre. Notre collègue Guy se chargera de vous permettre de prendre le micro pour une question. Et ça, c'est tout à l'heure, dès que la question d'Esther sera portée à la connaissance du professeur. Esther, dis-nous dès que tu as inscrit ta question. Parfait. Alors, Arsi, je te laisse peut-être... Est-ce que vous m'entendez? Parfait, oui. Esther, qui prend la question, juste? Esther, en fait, il y a de l'écho et il serait intéressant de privilégier un seul appareil. Ce serait... Est-ce que vous me percevez? Oui, on t'entend très bien, mais ça sera difficile de faire avec deux appareils. Je pense que c'est bien maintenant. Merci. On te laisse y aller. Merci, Esther. Vas-y. Ok, très bien. Alors, je ne serai pas longue. Professeur, j'ai été interpellée par le fait que vous évoquiez dans votre ouvrage le système binaire de George Boole, le mathématicien anglais. Et sur ce point, j'aimerais vous interroger justement sur votre perspective de l'avenir par rapport à l'évolution de l'intelligence artificielle. Je nous interroge aujourd'hui, je vous interroge, professeur. Est-ce que vous pensez que le concept d'Ubuntu, qui est fondé sur l'interdépendance humaine, devrait ou pourrait également s'élargir à la relation homme-machine dans un futur proche? Je pense aujourd'hui à une initiative qui s'appelle Masakan, qui utilise l'intelligence artificielle pour préserver et promouvoir les langues locales africaines, qui est un aspect, nous le savons, très essentiel dans la perpétuation de l'esprit d'Ubuntu. Alors, est-ce que selon vous, il serait envisageable dans un futur proche que nous fassions humanité avec des machines intelligentes finalement et l'intelligence artificielle? Ou est-ce que vous pensez que le concept d'Ubuntu, dans un intervalle temporel
peut-être de 10, de 20 ans devrait se focaliser ou rester focalisé sur uniquement les dynamiques humaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Esther, pour cette question importante. Et je suis heureux de reparler d'informatique, de notre civilisation de l'ordinateur et d'intelligence artificielle. Parce qu'en effet, vous l'avez souligné, et je le dis dans mon échange avec Françoise dans le livre, j'ai commencé ma carrière sur des questions très techniques en philosophie, en histoire des mathématiques, en histoire de la logique. Et en particulier, ce qui est au fondement de notre civilisation de l'ordinateur et de la mécanisation de nos procédures intelligentes. En mécanisation, en les confiant au langage de l'algèbre, d'une part, donc les procédures algébriques comme résolution d'équations, sans réfléchir à ce que recouvrent les symboles littéraux, qu'on va simplement interpréter à la fin. Et ensuite, réalisation mécanique au sens où on crée des objets physiques qui vont accomplir de manière mécanique ces procédures intelligentes, avec le développement fulgurant qui est maintenant celui de l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle, en effet, va poser la question de la relation que nous allons avoir, une relation de forme symbiotique que nous allons avoir en quelque sorte avec des machines qui seront des machines intelligentes au sens où ce sont des machines qui pourront comprendre notre volonté et accomplir cette volonté et donc nous prolonger véritablement. C'est vrai que tout outil technique, d'une certaine manière, nous prolonge. Le marteau nous prolonge la puissance de notre main. Le levier prolonge la puissance de nos bras, etc. Mais ceci, on se prolonge par l'intelligence artificielle d'une manière qui est sans précédent dans l'histoire du monde, parce que nous ne parlons plus d'outils qui seraient des outils inertes, mais nous parlons d'outils qui ont quelque chose qui peut même ressembler à de l'initiative, puisque la force de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle apprend. Et donc, elle progresse. Il y a un mouvement qui est inscrit là-dedans. Alors, ceci me ramène à ce que j'ai écrit à un moment donné dans Universaliser, parce que je me méfie du transhumanisme. Et j'écris en particulier dans Universaliser qu'il ne faut pas confondre l'aspiration à l'humanité, le fait de devenir pleinement ce que nous avons à être, c'est-à-dire des humains, et le simple fait de se prolonger de manière artificielle avec des machines, parce qu'au fond, on est en train de tomber dans la vie en reculant devant la mort. En gros, c'est cet aspect-là qu'on voit. Et ça n'est pas autre chose qu'une forme d'acharnement thérapeutique qu'on a vu parfois aller jusqu'à des extrêmes, où on maintient en vie de manière forcenée des êtres qu'on pourrait, au fond, laisser mourir de leur belle mort si, évidemment, il n'y a plus rien à faire, etc. Mais bon, c'est un conflit, c'est une question éthique qu'on ne peut pas traiter comme ça simplement rapidement par-dessus la jambe, parce que c'est une question d'une gravité certaine. Mais, alors, cette intelligence artificielle, aujourd'hui, nous ne savons pas trop, parce que nous nous trouvons devant une technologie qui est elle-même une technologie ouverte, dont les évolutions ne sont pas prévisibles. Et ça, c'est un phénomène tout à fait nouveau. Et donc, nous voulons maîtriser les choses, nous voulons introduire des règles, des régulations, un système de régulation, mais nous ne savons même pas quoi réguler exactement. Parce que ce que peut l'intelligence artificielle, nous n'en voyons pas aujourd'hui les contours. On voit d'ailleurs que ceux qui sont à l'origine de ChatGPT, par exemple, de OpenAI, en particulier, à un moment donné, se sont divisés en deux. Une partie qui était venue à cela avec un esprit idéaliste en disant il s'agit de servir l'humanité, etc. Et puis une autre partie qui dit mais on gagne de l'argent avec ça, allons à fond dans l'innovation parce que de toute façon nous sommes en compétition et si un pays met trop de règles d'ailleurs ici, les gens vont se déplacer et aller faire ce qu'ils ont à faire dans des pays qui seront plus ouverts, le Qatar, l'Arabie Saoudite, qui sont des pays demandeurs aujourd'hui de cette technologie-là. Donc, le jeu est ouvert de ce point de vue-là. Est-ce que nous allons pouvoir faire en sorte que cette
manière que nous avons eue de confier les procédures intelligentes à des machines nous servent. Que nous puissions faire Ubuntu avec la machine, entrer dans une symbiose qui n'est pas justement la philosophie du transhumanisme, mais qui est la philosophie d'une forme de collaboration et de réalisation de notre humanité ou dans une relation, par exemple, à cette technologie des intelligences artificielles. Ou bien est-ce que cette technologie va nous dominer, d'abord être au service des forces brutales du capitalisme, qui ne veut aucune règle, qui ne veut aucune régulation, et qui dit tant pis si par exemple les traducteurs perdent leur emploi parce qu'aujourd'hui nous avons DeepL et Google Translate, et donc on peut traduire tout un livre et on aura juste besoin de faire en sorte que les anciens traducteurs passent derrière pour faire de l'editing de ce que la machine aura accompli. Ça veut dire que vous allez éliminer un type de métier qui était le métier le plus humaniste qui soit. Achille rappelait l'importance que la traduction a pour mon travail. Je trouve que la traduction est un humanisme. Donner hospitalité à quelque chose dans sa langue, quelque chose qui nous vient d'une autre langue, c'est un geste humaniste par excellence, qui ne peut pas être confié simplement comme cela au caractère anonyme et mécanique d'une machine. Donc, voilà les deux directions vers lesquelles les choses peuvent aller. Ou bien nous faisons Ubuntu avec ces machines aujourd'hui, dans le sens de notre aspiration à l'humanité, ou alors nous donnons une forme dite transhumaniste à cela. Et comme dit un philosophe que je cite dans mon livre, Heinz Wiesmann, le transhumanisme, comme son nom l'indique, c'est une aspiration à sortir de l'humanité et non pas à réaliser notre humanité. Donc voilà l'alternative qui s'ouvre devant nous, et je crois que faire en sorte que l'intelligence artificielle serve notre aspiration à l'humanité et non pas notre sortie hors de l'humanité, ça va être un enjeu majeur dans les années qui vont venir. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous. Merci beaucoup, professeur. Merci à toutes et tous les intervenants. Professeur, on est pile poil dans l'heure qui était impartie. Est-ce que vous pouvez encore nous accorder une dizaine de minutes de votre temps? Ce sera avec plaisir, une dizaine de minutes, oui. Merci beaucoup. Alors, dans ces 10 minutes qui nous restent, on va être absolument concis parce que je vois des mains levées. Guy, toi qui es notre juge au niveau de la technique, est-ce qu'on a matière à prendre une question absolument concise des participants? Peut-être qu'on va en lire une dans le chat de manière absolument concise et permettre au professeur de répondre. Et puis, le professeur Achille pourra remercier, conclure, et je ferai, moi, la clôture générale de ce beau symposium qui nous a conduits depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui. Guy, c'est toi qui nous dis si on a matière à prendre rapidement une question des participants. Merci. Alors, je regarde, je pense que c'est bien possible. Il y a énormément de questions dans le chat. Je vais en sélectionner. Merci beaucoup. Je vais en sélectionner une seule. Je vais prendre la première qui dit « Bonjour prof, merci beaucoup. Ma question est de savoir comment les chercheurs peuvent atteindre ou réussir le décentrement. Est-ce que le décentrement et la positionnalité sont synonymes pour vous? » Voilà. Question cruciale et importante. En effet, le décentrement, cela se cultive. La capacité de dialogue, tout à l'heure dans l'échange avec Bienvenue, nous avons souligné l'importance du dialogue et le fait qu'un dialogue, ça suppose précisément une capacité de décentrement. Seuls des interlocuteurs capables de se décentrer peuvent se rencontrer dans une forme de consensus au bout du compte dans le dialogue qu'ils ont. Alors, cela s'apprend, cela s'éduque. On s'éduque au décentrement parce que cette forme de repli sur soi et de sauvegarde à tout prix de sa propre position, de sa propre positionnalité, c'est un réflexe qui est parfaitement compréhensible. Que signifie alors s'éduquer au décentrement?
mais c'est tout le travail déjà de la philosophie. Le métier de la philosophie, c'est la capacité que l'on peut avoir de prendre ses distances soi-même avec ce que l'on croyait le plus fermement établi, d'entrer dans le questionnement de ce qu'on croyait le plus fermement établi. Les humanités en général, d'ailleurs, ont cette fonction de décentrement. Prenez une chose toute simple qui est l'apprentissage d'une nouvelle langue. Le fait que dans les humanités, il y a le fait qu'on apprend des langues étrangères. Eh bien, apprendre une autre langue est un apprentissage du décentrement. Ce n'est pas simplement acquérir une capacité nouvelle, la capacité de parler une autre langue, ça c'est évidemment l'essentiel, c'est important. Mais c'est également la capacité de voir sa propre langue du point de vue d'une autre langue. Quand vous parlez une autre langue, quand vous apprenez une autre langue, vous vous rendez compte des particularités de votre propre langue. À quel point votre langue est spéciale, à une manière de vous connecter à la réalité qui est différente de la manière dont une autre langue vous connecte à cette même réalité. Et vous avez là, dans le bilinguisme ou dans le plurilinguisme, une expérience concrète de décentrement, ce que l'enseignement des humanités nous apporte, et en particulier l'enseignement philosophique qui lui-même est construit de part en part sur la notion de dialogue et sur la notion de décentrement. Voilà donc comment je vois la relation avec la positionnalité. La positionnalité est importante parce qu'en effet, dans tout dialogue, il faut bien que vous soyez situé. Tout à l'heure, je disais que c'est tout naturellement que notre situation est une situation africaine pour penser un récit du monde. Parce que, en effet, notre préoccupation, c'est l'inscription de notre continent, la présence africaine dans le monde, c'est-à-dire que les problèmes africains soient pensés et également que les Africains pensent les problèmes du monde. Donc, la position, la situation est toujours là. Mais savoir vivre cette positionnalité, savoir vivre sa propre situation, c'est la comprendre également comme situation, c'est-à-dire avoir la capacité de la regarder de l'extérieur pour pouvoir effectuer un décentrement. Donc ça, c'est sur le plan individuel, l'éducation individuelle au décentrement. Et il y a sur le plan mondial maintenant, sur le plan global, le décentrement qu'il faut effectuer du monde. Finir de centrer le monde sur une région particulière du monde, ce que Dipesh Chakravarty a appelé provincialiser l'Europe en particulier. Avoir un monde de province, c'est-à-dire un monde du multiple, un monde du pluriel, et en même temps avoir un horizon d'universalité, c'est cela également le monde décentré, mais qui n'est pas un monde désorienté, contrairement à ce que disait Lévinas, un monde à la fois orienté vers un horizon d'universalité et décentré dans son pluralisme. Voilà ce que nous visons et voilà ce qu'il faut attendre de ce concept de décentrement. Et je vous remercie. J'ai compris donc que c'était la dernière intervention. Je suis heureux qu'elle ait porté sur ce concept important du décentrement. Merci, cher professeur. Le professeur Achille étant là, je lui laisse toute la place. Merci encore. Mais il ne nous reste plus qu'à exprimer notre très profonde gratitude à Souleymane. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais je l'ai rarement vu dans la sorte d'état dans lequel il était ce soir. Il s'est donné à nous en réalité. Il nous a fait un immense don. Et ce faisant, pour tous ceux et toutes celles qui ont été témoins de cette fête de l'esprit, il nous a introduit brillamment à l'œuvre dont il est aujourd'hui l'auteur. Et donc, à nous maintenant d'apprendre à circuler dans le corpus qu'il est en train de nous léguer.
Ce qui est important, à mon avis, c'est la façon dont la pensée de Suleiman, presque gentiment, nous apprend à lutter contre les lieux communs. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, et lui-même, il a fait référence à certains de ces lieux communs ce soir. C'est la façon dont il nous apprend à bousculer les conventions. Cette fois-ci gentiment aussi, jamais avec violence. Il nous apprend à refuser de s'en laisser compter par les convenances, des discussions routinières, et Dieu sait qu'il y en a. Notre monde est saturé de ces discussions routinières, et par-dessus tout, de refuser la paresse de l'esprit. Je crois s'il y a quelque chose qui énerve beaucoup Suleiman, c'est cette paresse de l'esprit. Et là, on a bien vu ce soir, c'est quoi l'opposé de la paresse. Et donc, pour tout cela, je voudrais le remercier en notre nom à tous et prendre au sérieux l'invitation qu'il nous adresse je dirais, à assumer le trouble de penser par nous-mêmes. C'est-à-dire, en définitive, de prendre la peine de vivre pleinement. C'est ce que moi je retiens de cette très belle soirée qui a été animée par Arlande Guy et les jeunes personnes que notre équipe est en train de rassembler autour de notre fondation. Et je remercie également Suleiman pour le soin qu'il apporte à nous accompagner, pour tout ce qu'il nous a appris ce soir et puis toujours pour certains d'entre nous, et pour cette extraordinaire capacité à transmettre aux jeunes générations les outils dont elles ont besoin pour ne pas avoir à faire comme si tout était à recommencer. Et je pense en particulier au premier mot qu'il a partagé avec nous ce soir. Il nous parlait de ses ancêtres qui nous ont laissé effectivement de quoi non seulement être fiers, mais avancer dans disons, le tourbillon de notre présent. Donc, pour tout cela, cher Suleiman, mille merci. Et ce n'est pas la dernière fois, je sais que tu reviendras. Merci à Arlande et merci à tous et à toutes. Merci infiniment. Je vais juste le lire parce que les mots de remerciement et de gratitude ne cessent de clignoter là dans le chat. Mais comme vous l'avez dit, cher professeur, c'est le bonheur d'être ensemble. Et ça, je crois que les gens l'ont vécu aussi à travers ce symposium. Un seul mot, gratitude, me mettons dans le commentaire. Quelle profondeur, quelle clarté. Professeur Souleymane Bachir Diagne, mille merci. Donc, je vous transmets ces mots parmi la liste longue, effectivement, de remerciements. Et je veux profiter de ce moment qui est officiellement aussi la clôture de ce premier cycle de conférences, mais pas le dernier, bien sûr. Un cycle se ferme pour ouvrir, laisser la place à un autre, pour remercier l'ensemble des conférenciers qui nous ont fait l'honneur à la fois de leur présence, mais des questionnements qui nous ont invités à prendre pour penser ensemble cette altérité, ce mouvement d'universaliser pour répondre en fait aux fractures de ce monde. Un cycle de conférences qui a été ouvert par notre chère et ancienne collègue Colline Nelson. Si elle est avec nous, je veux la remercier profondément au nom de l'ensemble de l'équipe de la Fondation et de l'ensemble des personnes qui ont pu suivre ces différentes conférences. Alors, depuis janvier, c'est plus d'une dizaine de personnes qui se sont succédées dans ce cycle de conférences et je veux qu'on souffre ensemble le temps de m'écouter pour les nommer individuellement parce que je pense effectivement que c'est important de prendre ce temps-là. Donc, il n'y a pas longtemps, on a eu la chance d'avoir avec nous le professeur Nadine Machikou. On a eu aussi le docteur Leila Darli qui nous a fait le plaisir de sa présence, le docteur Mehdi Alioua qui était avec nous, le docteur Ousni Zbagdi qui était là. Excusez-moi si j'écorche certains noms. Le professeur Kakou Nobukpo, avec qui on aura la chance certainement prochainement de tenir un événement de ce type aussi. Professeur Tanela Boni a été avec nous, le docteur Richard Macon était là, professeur Moussa Dio était là,
Le docteur Jean-Eudes Diem nous a aussi accompagnés. On a eu la chance d'avoir Kader Atia qui s'est entretenu avec nous et l'ensemble de nos participants. Le docteur Seloua Lust a été aussi avec nous. Et puis, cette conférence, en tout cas ce cycle de conférences a été introduit et ouvert par le professeur Achille Mbembe qui est ici avec nous. Je ne serai pas plus longue. Je vous remercie toutes et tous pour le temps que vous avez pris, le plaisir que vous avez partagé. Au pic de notre présence, nous étions à plus de 100 participants. Donc, cela montre l'intérêt de ces moments-là. Et puis, je vous dis à bientôt pour découvrir la suite de la programmation 2024-2025 de la Fondation. Une très belle soirée. Messieurs, dames, merci encore. Au revoir. Au revoir.